on a un équilibre qui est certes fragile, mais je pense que de façon globale, cette proximité avec la Suisse est bénéfique pour la Haute-Savoie. On a des retombées aussi économiques, mais c'est aussi notre rôle de veiller à cet équilibre pour qu'on n'ait pas de façon un peu réductrice d'un côté le logement et de l'autre côté les emplois. De la députée LR de la 4e circonscription de Haute-Savoie, donc du Genevois, Virginie Duby-Muller est avec nous. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Bonjour Virginie Duby-Muller. Alors on vous demandera de bien parler face au micro. Voilà. Jamais 203, vous venez d'être élu au mois de juin pour un 3e mandat. Ça fait maintenant 10 ans que vous occupez un siège à l'Assemblée nationale. Votre fonction, votre rôle, votre état d'esprit ont-ils changé depuis votre premier jour à l'Assemblée en 2012 ? Non, j'ai toujours la même passion, la même fierté de représenter mon territoire à l'Assemblée nationale. Lorsque j'ai été élue il y a 10 ans, j'avais 32 ans. Je faisais alors partie des 6 députés les plus jeunes. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pris de l'expérience, mais le territoire que je représente, donc c'est 53 communes, de Machy jusqu'à Seyssel, à la fois des parties urbaine, plus rurale, une spécialité frontalière que je ne manque pas de rappeler à Paris parce que la Haute-Savoie est parfois perçue comme une carte postale et donc il faut rappeler aussi les difficultés que peut avoir notre département. Et donc pour ma part, je continuerai à défendre avec fierté ce territoire et puis je renouvelle mes remerciements aux personnes qui m'ont à nouveau fait confiance et en réalisant en plus un très bon score puisque je fais 67% et c'est le meilleur des deux Savoies. Donc voilà. Et puis surtout en tête dans les 53 communes, donc plein d'éléments pour à la fois nous donner de la légitimité, mais surtout pour nous engager avec beaucoup de responsabilités pour honorer une nouvelle fois ce mandat. Depuis votre première élection en 2012, Virginie Duby-Muller, y a-t-il un dossier qui vous a suivi, qui est toujours au-dessus de votre pile sur votre bureau ? Alors, les questions essentielles pour moi, c'est d'abord celle du pouvoir d'achat qui s'aggrave évidemment dans notre région. Le coût de la vie, le coût du foncier, et encore plus, je dirais, avec les événements en Ukraine. Donc, il faut absolument qu'on continue à accompagner à la fois les salariés du privé et du public qui ont davantage de difficultés dans notre département. Et donc, un des éléments clés, c'est le logement, évidemment. C'est ce qui pèse aujourd'hui le plus dans le pouvoir d'achat des travailleurs. Donc, il faut qu'on continue à travailler, à proposer du logement social pour que derrière, on ait un reste à vivre plus, je dirais, décent pour les personnes qui vivent et travaillent en Haute-Savoie. Parce que moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on a des inégalités qui s'accroissent et qu'en tant qu'élu, évidemment, on a un rôle en matière de cohésion sociale. Donc, cette question du logement, pour moi, liée évidemment avec le pouvoir d'achat, elle est essentielle. Le pouvoir d'achat, venons-en. Vous avez écrit la semaine dernière au gouvernement pour l'alerter sur le prix des pellets, les granules de bois. Le prix d'un sac a été multiplié par 3. Vous demandez la mise en place d'un bouclier tarifaire ou d'un chèque énergie au même titre que ceux qui se chauffent au fioul, au gaz ou à l'électricité. Oui, absolument. On a pas mal aux Savoyards notamment qui ont changé leur mode de chauffage en ayant recours justement à cette technologie qui est plus vertueuse pour l'environnement. Et aujourd'hui, le prix des pellets de bois a fortement augmenté. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai écrit au ministre de l'Environnement, Monsieur Béchu, pour lui demander cette mesure qui me paraît de bon sens. Nous sommes un certain nombre de collègues à avoir relayé ces difficultés et ce prix. D'ailleurs, dans un certain nombre de magasins qui les vendent, vous pouvez même plus les acheter. Il y a quasiment plus de stock. Donc on voit qu'on a des difficultés de toute façon, quelles que soient les énergies pour cet hiver. Mais donc il ne faut pas oublier justement ces pellets de bois. Et c'est la raison pour laquelle j'avais souhaité écrire au ministère de l'Environnement. Il y a eu un autre dossier sur lequel vous avez interpellé le gouvernement la semaine dernière, cette fois la ministre déléguée en charge du tourisme. Cette fois, c'est au sujet de la hausse des prix de l'énergie. Le pouvoir d'achat toujours, mais cette fois les conséquences sur toute la Haute-Savoie, y compris les professionnels du ski. Avez-vous une réponse derrière ? Alors, la réponse de la ministre Olivia Grégoire, c'est que d'une part, elle considère que, y compris les domaines skiables de France, doivent faire des efforts. Donc, et les remontées mécaniques, je le sais, sont aussi attentives à cela et ont prévu des mesures justement pour limiter, je dirais, leur impact en termes d'électricité notamment. Il y avait hier soir le congrès de domaines skiables de France à laquelle devait participer la ministre, mais cela aussi dépend du contexte européen et donc il y a des négociations aussi en ce moment au niveau européen
pour que le prix du gaz, qui est le prix référent pour les autres énergies, on arrive à le faire modifier pour donner un plafond. Aujourd'hui, on voit qu'on a le prix de l'électricité qui a triplé sur certains contrats. Et donc, ceci, évidemment, est intenable. Et il ne faut pas que derrière, ce soit une hausse, notamment des forfaits de ski, alors qu'on veut préserver, je dirais, un accès pour tous à ce sport. Donc, c'est évidemment une équation qui est compliquée. Les domaines skiables, comme tous, devront faire des efforts cet hiver. Ils s'y emploient, ils trouveront des solutions. Mais il faut faire attention parce qu'en ce moment, on est dans la période de réservation à la fois des forfaits et des séjours au ski. Et il ne faut pas, je dirais, procéder à une mauvaise communication qui pourrait desservir le territoire et cette économie qui s'est relevée après des années difficiles, une année blanche post-Covid. Et puis, à nouveau, ces questions d'énergie qui pourraient, en tout cas en termes d'image, les pénaliser. Virginie Duby-Muller, vous êtes également donc députée du Genevois. À ce titre, il y a énormément de problématiques un peu spécifiques et en même temps qui concernent toute la Haute-Savoie, celle des frontaliers. Nous avons une question d'une auditrice, Aurélie, qui nous a envoyé une question sur WhatsApp. Où en est-on de l'accord sur le télétravail des frontaliers Alors pour ceux qui ne savent pas, les frontaliers pendant le Covid ont eu une dérogation pour travailler de chez eux, sauf que retour à la normale côté Covid à peu près. Ça veut dire qu'ils doivent revenir travailler sur place, sauf que tout le monde n'est pas d'accord. On a vu les bienfaits du télétravail. C'est un accord de plusieurs mois qui est repoussé à chaque fois de mois en mois. Où en est-on pour avoir un vrai accord pérenne ? Alors, nous avons eu une visio avec les conseillers du ministre de l'économie et des finances début septembre, l'ensemble des parlementaires des territoires frontaliers. Il y a en ce moment des négociations entre Paris et Berne. L'idée, et il y a un accord des deux pays, en tout cas, pour pérenniser le télétravail, parce qu'il a des vertus à la fois pour la qualité de vie des salariés, mais également sur l'environnement. On l'a vu sur les bouchons. Donc, il y a des négociations qui sont en cours. Moi, je suis plutôt optimiste. Nous poussons tous dans le même sens, quelles que soient nos étiquettes politiques. Mais il faut qu'il y ait en tout cas des plafonds. Je pense pour que cela fonctionne, il faut mettre un certain nombre de verrous, notamment sur la durée. Et nous plaidons avec à la fois aussi les entreprises suisses pour un plafond notamment à 40%. Et puis, il faut un deuxième verrou en termes, je dirais, de périmètre géographique. Donc là, ce sera à discuter. Est-ce que c'est 1h30 de temps de trajet ? Est-ce que c'est les départements de l'Ain, de la Haute-Savoie à voir ? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait des personnes qui, depuis le Portugal ou l'Espagne, fassent du télétravail. Auquel cas, ça pourrait être des travailleurs détachés. Et donc, ce serait un biais à cette pratique qui est pourtant plébiscitée, je dirais, par un certain nombre de travailleurs frontaliers. Donc, nous continuons de rester très vigilants là-dessus. Je sais que c'est compliqué parce que on a une visibilité quand même assez courte et ça demande de l'organisation à la fois pour les entreprises et les salariés. Mais nous poussons évidemment pour assurer une pérennité de cet accord. Autre problématique du Genevois, on sait que l'attractivité de Genève de la Suisse crée un dynamisme économique en Haute-Savoie et en même temps ça entraîne des conséquences plus compliquées. Vous l'avez dit, vie chère, problématique du logement, fuite de la main-d'œuvre aussi qui se qualifie en France et qui part travailler en Suisse. Beaucoup d'élus de la région se disent on arrivait à un point de déséquilibre. Si le déséquilibre se renforce, la Haute-Savoie va devenir un dortoir de la Suisse, elle va perdre cette attractivité. Virginie Duby-Muller, qu'est-ce que vous voyez, vous ? Moi, je considère déjà que la Suisse, c'est quand même une chance pour la Haute-Savoie. Ça, je tiens à le rappeler. Si la Haute-Savoie a une telle attractivité, un tel dynamisme, c'est pour différentes raisons. On a différents leviers de croissance, le décolletage, le tourisme, l'agriculture, mais aussi la Suisse. Cela génère aussi des difficultés. On en a parlé notamment en termes de coût du foncier, de coût de la vie et justement de problématiques d'emploi. Aujourd'hui, vous regardez en Haute-Savoie, on a de plus en plus de personnes qui sont en manque de salariés. Donc il faut veiller à cet équilibre, surtout dans un contexte aussi de crise, dans un contexte où l'on sait que la Suisse aura de plus en plus besoin de main-d'œuvre. Moi, je plaide aussi, pourquoi pas, pour des expérimentations. Et je pense par exemple à une zone franche,
avec des dispositifs fiscaux spécifiques pour les entreprises haut-savoyardes pour que justement on réduise un petit peu ce différentiel. Les entreprises françaises aussi, elles savent qu'aujourd'hui, il faut, je dirais, proposer aussi des à côté en termes de mobilité, de places en crèche, de logement. Et là aussi, il y a des choses qui évoluent. Donc on a un équilibre qui est certes fragile, mais je pense que de façon globale, cette proximité avec la Suisse est bénéfique pour la Haute-Savoie. On a des retombées aussi économiques, mais c'est aussi notre rôle de veiller à cet équilibre pour qu'on n'ait pas de façon un peu réductrice d'un côté le logement et de l'autre côté les emplois. Virginie Duby-Muller, députée donc LR de la 4e circonscription de Haute-Savoie du Genevois et aussi vice-présidente des Républicains. On va revenir dans quelques instants pour parler droits des femmes, du vélodrome entre autres, et puis des dernières, on va dire, menaces déclarations d'Emmanuel Macron. On revient avec tout ça évidemment aux côtés d'Audrey Bordier. Virginie Duby-Muller, évidemment députée LR de la 4e circonscription de Haute-Savoie, elle est aussi vice-présidente des Républicains. Elle est toujours aux côtés d'Audrey Bordier pour cette seconde partie d'interview pour terminer cette semaine thématique. Virginie Duby-Muller, hier vous étiez à Juvigny, c'est près d'Annemasse pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez fait partie des élus qui se sont rassemblés pour dénoncer les agissements d'un groupe de gens du voyage. On en a parlé dans nos journaux ce matin. Cela fait des années que ce dossier fait débat. Les gens du voyage, leur accueil, le fait que certains sont expulsés, s'installent à quelques centaines de mètres de là. Ça en est où ce dossier? On a l'impression que ça traîne. Alors, la difficulté, c'est que le secteur annemassien et du Genevois n'est pas conforme au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et que donc aujourd'hui, en cas d'installation illicite, le préfet ne peut pas prononcer une expulsion. Donc on a cette difficulté-là et par ailleurs, on a sur ce secteur un groupe qui en réalité ne fait plus partie de ce qu'on peut dire les gens du voyage, puisque ce sont des gens qui sont plus de 6 mois dans l'année et qui sèment la terreur sur notre secteur, qui dégradent des biens, qui menacent des personnes, qui s'installent donc de façon illégale sur des terrains. Ça a encore été le cas cet été. Et c'est ce que nous voulions dénoncer à travers cette manifestation qui réunissait bien sûr des élus nationaux, locaux, mais aussi des agriculteurs, des chefs d'entreprise, qui sont aussi, je dirais, pénalisés par ces agissements. Aujourd'hui, les commerces, par exemple, de la zone de Ville-Lagrand, à eux, on leur demande de mettre en place des pierres, des barrières, etc., pour empêcher les gens du voyage de venir sur leur propriété privée. Donc c'est aux propriétaires de payer pour éviter ces installations illicites. On marche complètement sur la tête. On a un certain nombre de lois. Moi-même, j'avais fait adopter une proposition de loi dont j'avais regretté le contenu final, puisqu'on voulait des mesures fortes et certaines avaient été enlevées par la majorité actuelle. Donc aujourd'hui, on a le dispositif législatif qui, certes, pourrait être amélioré. Mais s'agissant de ce groupe particulier, nous demandons que soit mis en place un comité antifraude, parce que là, il faut que la justice réellement agisse, les sanctionne. Aujourd'hui, dans la population, on a un gros sentiment de mécontentement à l'endroit de ces personnes, parce qu'on a l'impression finalement d'une justice à deux vitesses. C'est-à-dire que si vous faites un petit excès de vitesse, s'il y a quoi que ce soit, eh bien, vous allez recevoir une contravention. Et puis on nous dit, ces personnes qui font des branchements illégaux, qui s'installent de façon illégale sur des terrains privés ou publics, on ne leur dit rien. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Surtout que ces personnes sont connues, bien connues des services de justice, et qu'aujourd'hui, il faut vraiment mettre le paquet pour les sanctionner et arrêter vraiment, je dirais, leur comportement qui est vraiment délétère. Donc la mobilisation des élus continue. Autre dossier, on balaye un peu ces dossiers, c'est l'intérêt de cette interview, celui du fameux vélodrome pour accueillir les mondiaux de cyclisme en Haute-Savoie en 2027. Vous avez été la première à dénoncer le prix de cette infrastructure. Vous annoncez 100 millions d'euros, Martial Sadier annonce 52 millions d'euros. Au-delà de l'aspect financier, de savoir si c'est 52 ou 100 millions, qu'est-ce qui vous dérange le plus dans cette construction? Le fait que ça soit un équipement qui ne soit pas prioritaire, le fait que ça soit de l'argent public qui soit dépensé, le fait que ça soit du foncier qui soit utilisé? Alors, personnellement, moi je suis favorable à l'organisation de grands événements internationaux. C'est le cas pour ces mondiaux de cyclisme prévus en 2027 et qui auront un format particulier avec 13 épreuves, dont une épreuve de cyclisme sur piste qui nécessite donc un vélodrome.
Et là, déjà sur la méthode, je peux vous dire que nous n'avions pas toutes les informations lorsque nous avons été convoqués à Domancy, ce que je regrette. À ce moment-là, on ne nous donnait pas toutes les informations sous des motifs de confidentialité du dossier, sous des motifs en nous disant il faut attendre d'abord d'obtenir la candidature et puis après on verra. Donc ça, il y a la première question de la méthode. Deuxièmement, le coût, puisque évidemment, pour obtenir ces Jeux et donc l'organisation de cette compétition, c'est soumis à la construction d'un vélodrome. Et là, alors le coût, les dernières informations que j'avais en commission infrastructure, c'était 74 millions d'euros. Désormais, on ne nous parle plus de vélodrome, mais de complexe multisport. Donc, on essaye un petit peu d'enrober les choses pour mieux faire passer la pilule. Moi, ce qui me dérange, c'est évidemment le coût. Hein, on parle d'argent public, l'impact environnemental. Alors que vous savez qu'il y a des mondiaux de foot qui auront bientôt lieu au Qatar et on sait que les questions, par exemple, de stades climatisés aujourd'hui interpellent quand même beaucoup la population et moi aussi en tant que citoyenne. On a donc l'aspect environnemental, l'aspect économique et puis surtout l'aspect de l'héritage. C'est-à-dire, cette compétition, elle va durer à peu près 2 semaines. Qu'est-ce qu'on en fait après ? Et j'ai cité l'exemple des pistes de bobsleigh à Tignes qui coûtent encore aujourd'hui en déficit de fonctionnement. Et je pense que ce projet n'est donc pas une priorité pour notre département, qu'aujourd'hui les choses ont changé, que les préoccupations de nos concitoyens sont bien différentes et que le cœur du métier du département, c'est le social. Je pense que justement, en la matière, on a encore beaucoup à faire pour la gérontologie, pour le handicap. Donc moi, je pense qu'il faut mettre le paquet sur ces sujets. Aujourd'hui, on a plus de 700 lits fermés en EHPAD. C'est 13% du total. Et puis, après, moi, je ne suis pas du tout hostile au vélo, au contraire. Moi, je pense qu'il faut continuer à développer cette pratique de façon sécurisée. C'est aussi un élément pour le cyclotourisme. Donc continuons plutôt à investir sur des pistes cyclables qui serviront à tous plutôt qu'un vélodrome qui pour moi aurait en plus, je dirais, une pratique entre guillemets élitiste et dont le modèle économique n'est pas viable. Hein. Regardons ce qui se passe partout ailleurs, c'est en déficit. Je ne vois pas pourquoi la Haute-Savoie ferait mieux que les autres. Virginie Duby-Muller, pour ma dernière question, je me permets de revenir à une problématique nationale, la question de la réforme des retraites et cette déclaration d'Emmanuel Macron qui n'hésitera pas à dissoudre l'Assemblée nationale en cas de blocage. Quelle est votre réaction à cette annonce ? Moi, je pense qu'il agite cette menace pour nous faire peur, que de toute façon, cette réforme, évidemment, elle est nécessaire. On aura, d'après le Conseil d'orientation des retraites, un déficit qui est prévu à partir de l'année prochaine. Ce que je constate, c'est qu'Emmanuel Macron, pendant le précédent quinquennat, n'a pas fait cette réforme, qui était pourtant déjà prioritaire, et nous connaissions les chiffres. Pour ma part, je pense qu'il faudra faire évoluer les choses. Parce que nous voulons, je pense, assurer la pérennité de ce système par répartition. Et de toute façon, nous n'avons pas 50 alternatives. Je dirais que c'est mathématique, puisque aujourd'hui, eh bien, c'est soit on diminue le montant des pensions, soit on augmente les cotisations, soit on cotise plus longtemps. Donc on voit bien qu'à part cotiser plus longtemps, on n'a pas beaucoup d'alternatives. Moi, je ne suis pas forcément favorable à déterminer un âge spécifique parce qu'on a des situations particulières, on a des gens qui partent, qui ont commencé à travailler plus tôt, on a la question de la pénibilité. Donc oui, il faut réformer les retraites, mais il faut qu'il y ait du débat et on ne peut pas non plus, sur un sujet aussi important, agiter cette menace pour inciter le vote et aller plus vite. Et d'ailleurs, dans sa propre majorité, on a vu qu'Emmanuel Macron, qu'il s'agisse de M. Bayrou ou de la présidente de l'Assemblée nationale, n'était pas favorable à ce que cette réforme passe par voie d'amendement, ce qui aurait été un petit peu trop réducteur. Merci beaucoup Virginie Duby-Muller, députée LR de la 4e circonscription de Haute-Savoie. Merci d'être venue chez nous. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation.